Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'histoire. Dans cette édition, nous allons parler d'un journaliste américain, Daniel Pearl. Il avait été torturé, enlevé et décapité par des cellules d'Al-Qaïda. On se souvient tous de ces images qui avaient circulé sur le net. Dans cette édition, nous allons rencontrer Bernard-Henri Lévy. Il a écrit un roman-enquête sur Daniel Pearl. Il a approfondi, il a enquêté. Pendant un an, il a voyagé dans le monde entier pour mieux connaître le personnage. Il a rencontré ses parents, sa femme. Mais avant de nous entretenir avec lui, je propose tout de suite de regarder le portrait de ce journaliste du Wall Street Journal. Incroyable, Daniel Pearl. Daniel Pearl est né le 10 octobre 1963 à Princeton, dans le New Jersey. Il a grandi à Encino, dans le sud de la Californie. Son père, Judea Pearl, informaticien, a remporté le prestigieux prix Turing en 2011 pour ses travaux sur l'intelligence artificielle. Daniel obtient une licence en communication de l'université Stanford en 1985. Il entre en 1990 au Wall Street Journal et devient correspondant à l'étranger 6 ans plus tard. Il y travaillera jusqu'à sa mort. Il rencontre Marianne von Neyenhoff à Paris en 1998 et l'épouse un an plus tard. Il s'installe en Inde où Daniel dirige le bureau d'Asie du Sud pour le Wall Street Journal. Le 16 janvier 2002, Daniel part une semaine au Pakistan avec sa femme pour enquêter sur Richard Reid, le terroriste aux semelles remplies d'explosifs qui avait raté son attentat suicide sur un vol Paris-Miami. Le dernier jour, Pearl doit interviewer le Cheikh Gilani, chef terroriste de la secte islamique Jamaat ul-Fuqara, avec laquelle Richard Reid était en relation. Pearl tombe dans un piège. Il est enlevé par des activistes en lien avec Al-Qaïda et dirigé par un djihadiste anglo-pakistanais nommé Omar Sheikh. Le 1er février 2002, Daniel Pearl est décapité par ses ravisseurs. La scène insoutenable est filmée et diffusée sur Internet. Son corps, dépecé et découpé en 10 morceaux, est retrouvé le 16 mai suivant dans les environs de Karachi. En juillet de la même année, Omar Sheikh est condamné à mort pour l'enlèvement et l'assassinat du journaliste américain. En mars 2007, au camp de Guantanamo, Khalid Sheikh Mohammed, responsable opérationnel des attentats du 11 septembre et numéro 3 d'Al-Qaïda, passe aux aveux. C'est lui qui a décapité et découpé le corps de Pearl. Adam Pearl est né 4 mois après l'exécution de son père, un papa qu'il ne rencontrera jamais. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous accorder cette interview alors que vous êtes de passage, un très court passage d'ailleurs à Tel Aviv. Ensemble, on va parler de la vie de ce journaliste Daniel Pearl et évidemment de sa fin tragique. Alors, première question, que faisait-il au Pakistan avec sa femme Marianne ? Il faisait son travail de journaliste pour le Wall Street Journal et il était en train d'écrire un dernier article sur un sujet évidemment particulièrement brûlant et dont on comprend qu'il ait pu participer des raisons qui l'ont fait enlever, qui étaient les transferts de matières nucléaires entre les services secrets pakistanais, puissance nucléaire, et Al-Qaïda. À travers en particulier d'ailleurs la Corée du Nord, pour faire en sorte que Al-Qaïda ait des petites armes nucléaires. Cet article n'existe pas, puisque c'est que Daniel Pearl a été empêché d'écrire. Donc il y en a des bribes dans le ou les 2 articles précédents qu'il a publiés avant sa mort. Et puis, je me plais parfois à penser qu'une partie de cet article étouffé de Daniel Pearl est dans mon livre Qui a tué Daniel Pearl, puisque moi, mon objectif était de reconstituer ces dernières heures et ces derniers jours, 2, de savoir qui l'avait tué, et 3, de savoir pourquoi on l'avait tué. C'est vrai que vous avez été très courageux vous-même pour vouloir écrire un livre comme celui-là. Il y a eu une longue enquête, ce qu'on appelle ce roman-enquête. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire un livre pour finalement faire éclater la vérité ? Ça fait partie des événements de la vie, en tout cas de la mienne, qui ne sont pas totalement explicables. Je ne saurais pas vous dire. Je me revois apprenant la nouvelle de sa mort en Afghanistan, où j'étais en mission pour le gouvernement français, pour Jacques Chirac et Lionel Jospin. C'était en début 2002, février 2002, où j'étais là dans le bureau d'Hamid Karzai, le président d'Afghanistan, et j'apprends cette nouvelle. Et je ne saurais pourquoi, mais j'ai reçu cette information comme un choc terrible.
et comme quelque chose qui atteignait en moi quelque chose de très personnel, de très intime. Je ne sais pas. Oui, peut-être lutter contre l'injustice, parce qu'en investiguant un petit peu, on se rend compte que Daniel Pearl, c'était un journaliste qui était très sérieux, qui était très pointilleux sur les mots qu'il employait. Pas seulement ça. Ce qui était... D'abord, c'était horrible, cette décapitation. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, d'abord, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui s'annonçait. J'ai pas imaginé qu'il y aurait des décapitations en série et qu'il y aurait un jour Daesh qui en ferait son modus operandi principal. Mais j'ai senti quand même qu'on était à l'orée d'une séquence, comme au théâtre, avec 3 coups. Il y avait eu la mort du commandant Massoud, il y avait eu le 11 septembre et il y a eu la mort de Daniel Pearl. Lorsque la mort de Daniel Pearl est arrivée, quelques mois après le 11 septembre et la mort du commandant Massoud, j'ai eu la certitude que les 3 coups étaient frappés d'un 21e siècle qui allait être placé sous le signe de l'islamo-fascisme, du djihadisme étendu et de scènes d'horreur multipliées comme ces décapitations, puisque comme vous le savez, c'est la première fois les nazis cachaient leurs crimes. Les staliniens ne s'en vantaient pas non plus tant que ça. Les islamo-fascistes sont les premiers à en faire des vidéos qu'ils envoient sur le tuyau qui aujourd'hui les rend les plus visibles, c'est-à-dire YouTube. Cette façon de YouTubiser ces exécutions, ça, c'est l'un des signes que l'on entrait dans un âge nouveau de la barbarie et de la terreur. Et ça, je l'ai compris à ce moment-là. Deuxièmement, j'ai tout de suite senti que ce type était formidable. Et que ce qu'il y avait, pour reprendre votre mot, d'injuste, c'est que, au fond, l'islam noble, l'islam éclairé, l'islam démocrate n'avait pas de meilleur ami que Daniel Pearl. Donc une fois de plus, c'est à l'un de ceux qui, dans le reste du monde, avaient le plus de sympathie pour la piété musulmane que ces salopards de musulmans islamistes s'en sont pris. Donc il y avait là quelque chose de tellement cruel, de tellement tragique. Et puis, il y a quelque chose, je ne sais pas, que j'ai un peu mieux compris quand j'ai vu ses parents d'ailleurs. Il y a quelque chose qui m'a attaché à cet homme à l'instant où j'ai vu son image, comme à une sorte de frère inconnu. D'abord, il avait des parents formidables, un père qui est un génie de l'intelligence artificielle, et une mère jolie et fragile. Je vous dis la vérité, je le lui ai dit à elle. À l'instant où je l'ai vue, elle m'a fait irrésistiblement penser à la mienne, qui venait de disparaître, et d'une certaine manière, c'était la même. Voilà. Et là, quelque chose, c'est... Mais j'avais déjà décidé d'écrire le livre. J'étais déjà allé au Pakistan. J'avais déjà un certain nombre des hypothèses de ce livre. Et j'ai voulu, pour comprendre qui était cet homme, j'ai voulu aller voir sa femme et ses parents. Je savais que si je n'entrais pas dans cette voie, dans ce chemin-là, je garderais cette histoire comme quelque chose comme un fantôme au-dedans de moi, dont je ne me débarrasserai qu'en écrivant cela. Donc, il n'y avait pas le choix. Je suis un homme comblé chaque fois que tu me souris. Ensemble, nous allons créer un monde magnifique. Le lendemain du 11 septembre, Danny et moi partions pour le Pakistan. Il était à la tête du bureau d'Asie du Sud du Wall Street Journal et je travaillais pour une radio française. Je file, je suis en retard. Je t'appelle. Garde ton téléphone avec toi. Ok. Fin janvier, nous étions sur le point de rentrer chez nous. Mais Danny souhaitait réaliser une dernière interview. Tu rentres vers quelle heure? J'espère 9h au plus tard. Je te laisse. Je t'aime. Danny, ça va? Tout va bien? Pourquoi? Y a un problème? Non, aucun problème. J'ai aucune nouvelle de Danny. C'est encore loin? C'est loin où on va? Danny avait une interview et il n'est pas revenu, il n'est pas rentré hier soir. Allô? Nous sommes en direct du domicile de Daniel Pearl, le journaliste qui a été enlevé au Pakistan. Le plus important pour nos services, c'est de retrouver votre mari. Il y a tant de monde dans cette ville. Comment y retrouver un homme?
On va combattre les kidnappeurs par le kidnapping. Allez, on y va. Daniel Pearl est-il toujours en vie? Je croyais que c'était l'œuvre de Gilani. Il était là-bas. Pourquoi votre mari voulait voir ces gens absolument? Il est journaliste. Les journalistes ne doivent pas se mêler de ça. Navré d'avoir à vous contredire, mais je pense qu'il est impératif qu'il s'en mêle. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le retrouver et le libérer. Il a une arme braquée sur lui, et il sourit. Il me dit qu'il va bien. Si vous pouviez dire une chose à votre époux, là, tout de suite, ce serait quoi? Je t'aime. Ce film est pour notre fils, pour qu'il sache que son père était un homme ordinaire, un héros ordinaire. En tout cas, vous en parlez encore avec beaucoup d'émotion, même si c'est de nombreuses années après. On va revenir, si vous voulez bien, à Daniel Pearl. Alors, il y en a certains qui disent que justement, il était au Pakistan pour enquêter sur ce fameux avion, vous savez, d'American Airlines, qui a failli exploser, puis finalement, l'attentat a été déjoué. C'est vrai, ça? Il était au Pakistan pour 3 raisons. Premièrement, cet avion qui a failli exploser et l'homme aux chaussures piégées qui avait été démasqué à la dernière seconde, et surtout son maître à penser qui s'appelait Gilani, qui était une sorte de maître spirituel de Ben Laden, qui avait une secte aux États-Unis et qui avait sa base à Lahore au Pakistan. Ça, c'était le premier sujet qui en effet l'amenait au Pakistan. Après, il y avait un deuxième sujet sur lequel Daniel Pearl enquêtait, qui était les services secrets pakistanais et leur double ou triple jeu. Le fait que les services secrets de ce pays, soi-disant alliés de l'Occident qu'est le Pakistan, étaient en réalité les meilleurs amis des terroristes. Ça, c'est la deuxième enquête au long cours que menait Daniel Pearl et que j'ai menée après lui. Puisque moi, je me suis inscrit dans ses pas et j'ai mis mes pas dans les siens. Et le troisième sujet, c'est cette enquête sur les secrets nucléaires du Pakistan en train d'être refilés aux terroristes. Mais ce fameux Ghani là dont vous parlez, c'est lui avec qui il avait rendez-vous. Oui. Et il n'est jamais revenu de ce rendez-vous parce qu'avec sa femme, ils avaient un code, il s'appelait toutes les 90 minutes. Et lorsqu'il était avec cet homme-là, il n'a pas répondu à l'appel de sa femme. Absolument. Absolument. Son dernier rendez-vous, c'était ça. Il a été victime d'un syndrome que connaissent bien les journalistes. Et les très bons journalistes. Ils sont sur leur garde, et puis un peu moins, et puis ils s'habituent à cette atmosphère de danger en suspension, et puis le dernier jour de leur reportage, ils se disent allez, c'est peut-être le plus grand des risques, mais j'ai mon avion tout à l'heure, je le prends, au diable la prudence. Bernard-Henri Lévy, pourquoi l'imprudence? Il n'a pas observé des règles de sécurité basiques? Il a observé les règles de sécurité, bien sûr que si, mais il a été habilement piégé par ce Pakistano-anglais qui s'appelait Omar Sheikh, qui était un diable, qui était d'une habileté très grande, qui avait décodé quelques-uns des ressorts de sa personnalité et qui avait su s'adresser à lui, qui avait su le piéger. Non, il a respecté les consignes de sécurité, mais il y a cette espèce d'imprudence, le rendez-vous de trop, voilà, peut-être. Très peu de temps après, 4 jours après, il reçoit un courriel avec des photos de lui, avec le revolver sur la tempe. Et là, c'est le début de tout. Là, c'est le début, oui. C'est le début Pour lui, c'est le début du cauchemar, et qui a dû être quelque chose d'atroce. C'est le début d'une séquence d'histoire, puisque cette scène-là, elle va se reproduire souvent. Il y en aura d'autres, des Daniel Pearl, dont les familles recevront les images et la photo avec un revolver et après l'image de la décapitation. Et c'est le début d'une longue séquence terroriste qui va jusqu'à Daesh. Mais lui, en tout cas, lorsqu'il avait le pistolet sur la tempe, il avait le sourire aux lèvres. Comment vous expliquez ça? Il y a plusieurs explications possibles. La première explication, en tout cas au moment où il a été décapité, ça c'est plus tard, il a peut-être ou sans doute été drogué. Ça c'est une chose. Deuxièmement,
je ne peux pas m'empêcher de voir dans ces derniers mots une célébration du nom, une exultation du nom, de son nom juif, de son appartenance au peuple juif. Avec, ça m'avait frappé, avec cette allusion très étrange et qui ne pouvait pas avoir été dans le texte, dans le script que lui avaient préparé les assassins. Une allusion à la ville israélienne de Bnei Brak, dont ses aïeux, dit-il dans cette vidéo, ont été les bâtisseurs. Il y avait là une manière de dire vous êtes des barbares, moi mes ancêtres étaient ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est-à-dire des bâtisseurs de villes. Et puis il y avait une manière d'affirmer très fortement son appartenance au peuple juif à cette dernière minute. Alors, est-ce que cela est une explication de cette sorte de paix qui semblait l'avoir envahi? Je ne sais pas, peut-être. My father's Jewish. My mother's Jewish. I'm Jewish. My family follows Judaism. We've made numerous family visits to Israel. In the town of Bnei Brak in Israel, there's a street called Chaim Pearl Street, which is named after my great-grandfather, who was one of the founders. On a l'impression quand même que c'était la dernière victoire. Et la dernière victoire, c'est quoi? C'est celle de la résistance face à l'islamisme radical? Peut-être l'humble victoire, oui, d'avoir résisté, de n'avoir pas cédé, y compris en ajoutant au texte qu'on lui avait demandé de dire face caméra des mots de son cru qui pour lui signifiaient l'essentiel. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas, en ne les haïssant pas. Il est possible que face à ces hommes qui haïssaient tout ce qu'ils représentaient, qui haïssaient le journaliste, qui haïssaient l'américain et qui haïssaient le juif, il est possible, pour reprendre le titre d'un livre désormais célèbre en France, qu'il ne leur ait pas fait le cadeau de sa propre haine, et que cela ait été peut-être une très modeste et pitoyable et pathétique victoire. Mais ils évoquent, les kidnappeurs, à ce moment-là, la possibilité de le libérer. Ils demandent la libération de prisonniers de Guantanamo. On évoque même le fait qu'ils soient agents de la CIA. Et là, à ce moment-là, les médias du monde entier s'intéressent à cette affaire. À mon avis, pas suffisamment. Je crois que les médias du monde entier ne perçoivent pas sur l'instant l'énormité de ce qui se passe là. Ne perçoivent pas suffisamment le fait que sur ce visage, c'est donner rendez-vous le siècle qui commence. Je ne pense pas non plus que ces ravisseurs aient pensé sérieusement à libérer. Je ne le crois pas. Et il y avait notamment un homme qui était sans doute là le jour de l'exécution, qui s'appelle, il est toujours vivant, il est un des derniers pensionnaires de Guantanamo, il s'appelle Khalid Sheikh Mohammed, qui était probablement le cerveau des attentats du 11 septembre. L'architecte, pas le cerveau, celui qui avait fabriqué quelques années plus tôt en Malaisie le modus operandi de cet attentat d'un nouveau style. Khalid Sheikh Mohammed. Personnage très étrange d'ailleurs, une brute épaisse, et en même temps avec des aspects d'apparent raffinement, un homme riche comme l'était Ben Laden, et puis un terroriste de la pire espèce. Khalid Sheikh Mohammed, à mon avis, avait décidé dès le premier jour que Daniel Pearl ne sortirait pas vivant de la souricière où il avait été précipité. Pour ceux qui disent que Daniel Pearl aurait été sans doute un agent de la CIA ou peut-être même un agent du Mossad, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ceux qui disent de Daniel Pearl qu'il était un agent du Mossad ou un agent de la CIA sont des irresponsables et peut-être des crétins. Ça n'a aucun sens. Cet homme avait avait son métier dans le sang. C'était un journaliste irréprochable. Et quand on fait son métier comme ça, on n'en fait qu'un. On n'en fait pas deux à la fois. J'ai fouillé les moindres recoins de la part accessible de sa vie. Je suis probablement un des vivants qui le connaît le mieux. Et je n'ai pas trouvé l'ombre d'une trace du commencement
de vérification de cette thèse-là. Alors les enquêteurs du FBI évidemment ont aidé la police pakistanaise. Il y a 3 suspects qui sont arrêtés. Puis finalement, le 12 février, c'est un certain Omar Sheikh qui est arrêté, qui est un terroriste qui est très connu. Est-ce que vous pensez que le gouvernement pakistanais est derrière? Derrière quoi? Le gouvernement pakistanais savait qui était Omar Sheikh et le laissait naviguer à son gré, comme ils ont laissé dans les années suivantes Ben Laden naviguer à Abbottabad comme il voulait, y avoir maison, famille, enfants, etc. Premièrement. Deuxièmement, le gouvernement pakistanais savait nécessairement, les services secrets pakistanais, donc une partie du gouvernement, savait nécessairement où était détenu Daniel Pearl. Ce complexe et cette maison où il a été détenu pendant des jours et des jours et où il a été supplicié, elle n'était pas au bout du monde, elle était au cœur de Karachi et les services pakistanais ne pouvaient pas l'ignorer. Alors pourquoi ils n'ont rien fait? Parce que l'une des choses que Pearl avait découvertes, c'était l'interpénétration absolue des services secrets et des groupes djihadistes. On est à l'époque où Al-Qaïda, la base, commence à prendre forme comme une espèce de rassemblement de petits partis djihadistes. C'était des organisations d'islamistes, de fous de Dieu, mais totalement noyautées par les services, dont les services savaient à la virgule près les opérations financières, les déplacements physiques, les ONG bidons qui leur servaient de façade. Les services pakistanais savaient tout cela. Et ils le savaient. Et c'est pas qu'ils étaient corrompus ou ça n'est pas qu'ils étaient aveugles, mais c'est qu'ils en étaient. Le Pakistan de l'époque, et à mon avis ça doit être encore le cas, c'était une sorte de théâtre d'ombre très très étrange, très fantomatique, où vous vous heurtiez sans arrêt à des djihadistes sans barbe et à des officiers des services secrets barbus. Voilà, les rôles s'échangeant. Et on ne savait jamais à qui on avait affaire. Vous vous trouviez dans un dîner à côté d'un officier supérieur de l'armée pakistanaise et brusquement une réflexion, un mot que moi j'avais appris à force à décoder tout ça, vous révélait que le type en était de la secte, c'est-à-dire du parti bidule machin, membre d'Al-Qaïda. Vous avez dit, j'ai survécu. Vous avez eu peur pour votre vie? J'ai eu peur pour ma vie. Vous savez, quand vous prenez la résolution de refaire le trajet, pas par bravade, pour comprendre, de refaire le trajet qu'a fait ce frère inconnu, à jamais inconnu, qui a été Daniel Pearl et qui lui a coûté la vie. Il y a forcément des moments où, oui, quand vous faites 5 voyages au Pakistan, il n'y avait pas beaucoup de journalistes à l'époque à Karachi ou à Islamabad. Vous savez, quand je passe la nuit dans l'hôtel où Omar Sheikh l'a piégé, quand je me rends à la mosquée de Binori Town, qui était à la fois un lieu de prière, un camp d'entraînement, un hôpital de campagne où Ben Laden a été soigné, et qui est l'endroit d'où est parti le complot qui a amené à l'enlèvement de Daniel Pearl, avec un fixeur pakistanais qui est la seule personne qui m'a accompagné dans la mosquée de Binori Town, qui est la seule personne qui m'a accompagné dans la maison du supplice. Donc évidemment que on n'est pas totalement rassuré dans ces moments-là, bien sûr. J'aimerais qu'on parle de la presse, des médias. La télé CBS a diffusé cette décapitation en direct malgré les supplications de Marianne, qui leur a demandé de ne pas le faire. Vous pensez qu'ils ont bien fait? De la diffuser? Oui. Non. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, il y a depuis cela une déontologie Pearl, une jurisprudence Pearl, qui fait que les télévisions ne diffusent plus ce genre de vidéos. Parce qu'en plus d'avoir tué un innocent, on a comme ça exhibé sur Internet sa tête comme un trophée. On a tué un innocent, on a tué un juif parce qu'il était juif, on a tué un journaliste parce qu'il était journaliste, on a tué un Américain parce qu'il était américain, on a tué un homme qui allait avoir un petit garçon quelques mois plus tard, on a tué un homme lumineux, merveilleux, qui je crois était une grande âme. Donc tout ça rend cette histoire encore plus épouvantable.
je peux les entendre, bien que gorge tranchée, et bien que hors du temps, sortant des murs griffés, et de dessous les cendres qui hurlent avec moi. Je suis un mort vivant. Je rentre dans mon trou, comme un rat sous la terre, dans la crasse, l'oubli, dans la merde et le sang, dans ce lit où jamais un rayon de lumière ne caresse ma peau. Je suis un mort vivant. Je bois des eaux usées, Dieu sait ce que je mange. Revêtu de royaume, j'ai l'air d'un revenant. Je subis des sévices et je vis dans la fange. Mais je sais qui je suis et ce que je défends. De prison en prison, de cellule en cellule, pour avoir informé, preuve à l'appui pourtant, je ne suis plus un nom, pas même un matricule, pour délit d'opinion, pour délit d'opinion, pour délit d'opinion, je suis un mort vivant. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy et bravo encore pour votre courage. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec l'histoire.